C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Nous recevons dans cette deuxième partie Ramayad, candidate à la présidence de la République. Mais nous recevons dans cette première partie Jean-Louis Bourlanges. Bonsoir. Qui n'est pas candidat à la présidence de la République. Vous n'êtes pas candidat. Écoutez, ça peut venir un jour, oui, vous n'en savez rien. Ça s'éloigne comme perspective. Donc ancien député européen, vous avez été un homme politique, une figure du centre, et vous êtes aujourd'hui un analyste pointu, subtil de la vie politique française, européenne aussi, internationale. Aucun sujet ne vous rebute, donc on va en profiter. On vous a reçu souvent dans cette émission. Vous étiez, dans le fond, très sceptique sur la gouvernance Hollande, si bien que parfois Jean-Marie se posait même en défenseur du président de la République. Et aujourd'hui, François Hollande dit « ça va mieux ». Or, il s'avère que c'est vrai, les chiffres du chômage baissent. Bon, il faut voir si cette baisse est consécutive, que la croissance frémit, que le déficit public diminue, ainsi que les prélèvements obligatoires. Et en plus, la France remporte des méga contrats d'armement avec les sous-marins. Donc, objectivement, trouvez-vous que ça va mieux et surtout que ça peut être un moment de bascule, un moment important pour François Hollande qui peut évidemment se raccrocher aux branches? Je crois que dans l'énumération que vous avez faite, il y a beaucoup de choses très différentes. Je pense qu'il est à la fois indiscutable que nous sommes dans une phase conjoncturelle positive en point de vue économique et social. Le grand étonnement qu'on peut avoir d'un point de vue technique, je dirai un mot sur la politique après, mais d'un point de vue technique, c'est que ce soit produit si tard. Il y a quand même eu, le quinquennat a très mal commencé avec une façon de charger les entreprises très fortement, d'augmenter les dépenses publiques, d'augmenter les impôts, tout ça a été très négatif. Mais il y a eu des correctifs qui ont en fait un peu annulé les premières mesures, notamment le CICE, le pacte de responsabilité, qui ont été prises il y a pas mal de temps. Et puis surtout, et c'est ça le vrai, alors, donc là il y a eu, je dirais, égalité. On a d'abord détérioré la situation, et ensuite on a détérioré la détérioration, si j'ose dire. Et puis il y a eu un ensemble de conjonctures, d'événements conjoncturels quand même massifs. La baisse de l'euro, la baisse des taux d'intérêt, la baisse des prix du pétrole. Notamment, j'insiste sur un point en particulier, c'est le rôle très important de la Banque centrale européenne. Elle est chargée par un ensemble de gens de tous les péchés du monde. En réalité, elle a contribué fortement à l'amélioration de la situation. Je prendrai notamment sur deux points. Un qui ne me paraît pas très positif, qui est qu'elle favorise la dépense publique, parce qu'elle permet aux États, par sa politique de taux d'intérêt, aux États d'emprunter sans être pris à la gorge, ce qui fait dire que ça contredit un peu l'objectif de monsieur Draghi qui dit il faut faire des réformes structurelles, et puis surtout l'immobilier. L'immobilier, quand le bâtiment va, tout va. L'immobilier, c'est pas forcément génial sur le plan structurel, mais sur le plan conjoncturel, c'est quelque chose de très positif. Donc, je trouve tout à fait... Alors, le président de la République, en face de ça, il dit, bon, j'ai dit que ça allait mieux, il a raison, la situation va mieux. Le problème, il y a quand même deux problèmes pour lui. C'est que tout le monde sait, que c'est un cycle conjoncturel et que dans 2 ans, ça repartira dans l'autre sens. C'est comme ça. Il a attendu le cycle, un peu comme Soran attendait ses frères dans la tour de Barbe Bleue. Les frères arrivent, donc il est très content, mais c'est quelque chose de tout à fait conjoncturel. Et toutes les réformes structurelles dont les Français savent en profondeur qu'elles sont nécessaires, même s'ils n'ont pas envie de les faire, ils savent qu'il faut changer des choses. C'est toujours pas au rendez-vous. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose de très important, c'est que Hollande, à mon avis, politiquement, n'est pas en prise sur ce changement. C'est le gars qui regarde son baromètre tous les jours et qui dit, je vous assure, j'ai vu, c'est au beau, ça va s'améliorer. Il regarde son baromètre, mais ce n'est pas lui qui fait le temps. Et les gens sont absolument conscients du fait que ce sont ces grands événements géopolitique, géoéconomique, si je puis dire, le pétrole, la politique des banques centrales, les taux d'intérêt, tout un ensemble de choses qui déterminent cela. Donc on n'est pas prêt, je crois, à lui imputer le succès. Et même, il y a quelque chose de toujours un peu gênant, c'est d'indexer constamment
constamment des résultats économiques qui soient bons ou mauvais sur le sort personnel du président. Ce qui compte pour les gens, c'est de savoir s'ils ont un emploi ou s'ils n'ont pas d'emploi, leur niveau de vie s'améliore ou pas. Le problème du chômage, ça n'est pas forcément pour les gens de savoir si ça renforce de 3% les chances de M. Hollande d'être candidat ou d'être élu. C'est vrai. Jean-Marie. Vous voyez qu'il est dommage que Jean-Louis Bourlanges ne soit pas candidat, au moins aux primaires de la droite et du centre. Moi, je suis d'accord avec sa dernière proposition, mais je suis toujours circonspect quand j'entends dire voilà quelqu'un qui prend des mesures qui ont détérioré la situation, le même prend des mesures pour corriger cette détérioration, mais on ne lui impute absolument pas les résultats qui sont consécutifs à cette correction, parce qu'ils existent bien, parce que l'aide aux entreprises existe bien, parce que la situation, un certain nombre d'entreprises ont pu réajuster leurs marges, etc. Ça s'équilibre. Donc ça s'équilibre, non, ça penche dans un meilleur sens, me semble-t-il. Ça se succède. Même si aujourd'hui on peut... voilà. Et donc moi je suis toujours à distance de ce type d'explication qui, d'un côté, quand ça va mal, on dit c'est sa faute, quand ça va mieux, on dit ça peut pas être sa responsabilité. Donc prenons un petit peu plus de distance. Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais interroger Jean-Louis Bourlanges, c'est que pour la première fois, d'abord la BCE, elle a agi en faveur de la baisse de l'euro, notamment sous la pression pression n'est pas le mot, mais à la demande constante, notamment de la France, qui avait levé cet étendard-là. Et puis ensuite, Mario Draghi a ajusté sa politique à une réalité qu'il constatait. Mais vous avez vu que pour la première fois, il y a eu des critiques virulentes en Allemagne contre la politique de la BCE. Donc c'est là-dessus, moi, que j'aimerais votre opinion, parce que ça m'a paru être un changement assez net. Jusqu'à présent, le représentant de la Bundesbank émettait quelques critiques, mais on les mettait plutôt de côté. On considérait que c'était leur orthodoxie excessive qui en est là. Le champ de la critique de la BCE s'est élargi. Et ça, c'est un vrai problème pour l'Union européenne. Parce que ce qui marche en Europe, s'il y a une chose qui marche vraiment bien, c'est bien la Banque centrale. Alors court, parce qu'après on parlera d'Emmanuel Macron. Sur la Banque centrale, je crois que ce n'est pas simplement... C'est vrai que la France et les pays de l'Europe du Sud ont poussé vers une politique relativement laxiste de Draghi. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, il n'y avait que l'Allemagne et les quelques pays qui l'entourent, l'Autriche, les Pays-Bas, etc., qui étaient sur une ligne dure. Quand vous regardez la communauté internationale, je crois qu'Obama, notamment, tout à fait, a soutenu toute la banque anglo-saxonne était sur cette ligne. Il y avait une conjonction assez générale de toutes les économies. Le Japon, bien entendu, qui maintenant commence à dire qu'on ne peut plus aller plus loin, aussi loin. Enfin, il y avait vraiment une idée assez générale qui était de mettre en cause la ligne exagérément rigoureuse, entre guillemets, de l'Allemagne. Donc je crois que là, et Draghi, effectivement, a surfé sur le consensus, le FMI aussi, a surfé sur le consensus international. Mais au-delà de ça, alors sur le fond, les Allemands nous paraissent rigides, mais ils n'ont pas tout à fait tort de dire qu'on est quand même dans un univers complètement cinglé. Un univers dans lequel le temps ne compte plus en matière d'argent, où il n'y a plus de taux d'intérêt, c'est quelque chose qui peut être utile, et on ne voit pas très bien comment on pourrait faire autrement aujourd'hui. Donc, en termes d'opportunités, on comprend très bien la politique de Draghi, mais il y a de quoi s'inquiéter, d'autant plus que c'est une politique qui vise à tuer l'épargne, à tuer les épargnants. Les épargnants, c'est un problème fondamental pour un pays comme l'Allemagne, c'est un pays vieux, et qui est un pays dans lequel les revenus du troisième âge dépendent largement de l'épargne. Alors, ce qui m'inquiète, moi, toujours, vis-à-vis de l'Allemagne actuellement, c'est par exemple la façon dont ils ont posé le problème. C'est-à-dire, on a dit, il faut que le successeur de Draghi soit un Allemand. Je trouve que c'est très embêtant de poser ça en termes national. On devrait avoir une vraie discussion que nous ne sommes pas en mesure de mener, nous, Français, parce qu'on a perdu notre crédibilité dans la façon dont nous avons géré nos non-réformes et géré nos déficits. On a perdu vraiment la crédibilité en annonçant des choses qu'on n'a jamais tenues. Donc on est mal, mais en réalité, il devrait y avoir une rencontre au fond où on combinerait effectivement des réformes structurelles, celles que nous avons tant de mal à faire, avec une réflexion beaucoup plus cyclique des rythmes de l'économie que les Allemands ont du mal à faire. Et ça, je ne sens pas aujourd'hui, ni d'un côté du Rhin, ni de l'autre, une vraie disponibilité pour ce type de réflexion. Et ça m'inquiète énormément, parce que je crois que nous devons prendre des initiatives en matière de zone euro, et que si nous ne les prenons pas, et des initiatives, ça veut dire quand même plus de souplesse,
plus de solidarité et plus de réformes structurelles. C'est la combinaison de ces trois choses. Or, les Allemands sont pour les réformes structurelles, mais ne sont pas très favorables à la solidarité. Et sont toujours un peu réservés sur la manipulation du cycle. Alors, on va revenir à la politique française après ce long exposé, Jean-Louis. Non, comme je ne suis pas un économiste, donc il faut que je parle longuement pour avoir l'air compétent. Non, pas du tout. On va parler de Macron. C'est purement factice. Parce qu'on lisait une interview de vous dans le Figaro sur Macron. Alors l'homme, effectivement, qui prend la lumière, il a créé son mouvement En Marche. Pour certains, c'est Brutus, qui tue le père. Pour d'autres, c'est de la gesticulation, et certains considèrent que c'est une erreur d'avoir lancé son mouvement comme ça en pleine, on va dire, en pleine incertitude pour François Hollande. Comment regardez-vous cette D'abord, pour filer la métaphore romaine, il faut toujours s'interroger qui est Brutus, qui est Octave, qui est Auguste. On peut considérer que Brutus c'est Valls aussi, quand même plus la nervosité de Brutus, et que le caractère ondoyant d'Antoine, d'Octave, se retrouve chez Macron. Non, pour être plus sérieux, je crois que Macron a trois problèmes. Il a un problème idéologique, un problème politique, un problème personnel. Idéologiquement, il incarne quelque chose de très fort, qui est le seul foyer de cohérence dans lequel la société française puisse se reconnaître. Et c'est un foyer centriste. Les centristes, tout le monde se moque d'eux. N'empêche que c'est là qu'est la cohérence idéologique du pays. Libéral, pour parler comme Raymond Barre, libéral, social, européen. Et quand on regarde et la droite et la gauche, on voit que et la droite et la gauche sont tiraillées. C'est là que l'unité fait défaut idéologiquement. La droite est tiraillée entre des pulsions autoritaires, protectionnistes, nationalistes, xénophobes, anti-européennes, qui sont du côté du Front National, et puis le pôle centriste. Et à gauche, c'est la même chose. On voit bien que Hollande et les socialistes ont énormément de mal à combiner cette approche sociolibérale ou social-démocrate avec les résistances des frondeurs et les imprécations de Mélenchon. Donc, la cohérence idéologique, elle est du côté de Macron, et il a raison. Et manifestement, c'est un homme politique qui réfléchit, qui travaille, et ça, on en a besoin. On en a assez des communicants, on en a assez des petites phrases. Bon, donc ça, c'est très positif. Idéologiquement, politiquement, c'est très compliqué. Parce que, politiquement, est-ce que nous sommes dans une situation de tripartisme, de bipartisme, de tripartisme ou de quadripartisme? Alors, prenons le tripartisme. Sûr. Bon, alors, ça veut dire que le parti de l'Épinay, c'est-à-dire le parti de la gauche dans son unité, resterait, malgré ses divisions, malgré ses dissensions, malgré la violence des attaques de quelqu'un comme Martine Aubry contre le président de la République, resterait profondément unifié. C'est la thèse qui sous-tend les mouvements qui sont organisés lundi et au la gauche, etc., autour de Hollande, avec l'idée, on défend le modèle social, on ne signe pas le libre-échange avec les États-Unis, c'est affreux, et on essaie de faire bloc pour avoir des voix et pour arriver au second tour de la présidentielle. Macron, je pense que son pari est inverse. Il dit « les carottes sont cuites ». Le parti d'Épinay est mort. Il y a entre l'aspiration à la social-démocratie ou au social-libéralisme, plus encore que la social-démocratie, il y a des forces extrêmement vigoureuses, et tant que nous ne prendrons pas ça en compte, eh bien, nous n'y arriverons pas. Ce qui veut dire que il accepte il faut que la gauche se casse, parce qu'il ne sera jamais majoritaire, avec les idées qu'il a, il ne sera jamais majoritaire dans la gauche telle qu'elle est. En revanche, il peut récupérer énormément de voix au centre et à droite, de gens qui, par exemple, dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy serait choisi, comme vainqueur des primaires, ce qui n'est pas du tout impossible, parce que l'homme est très habile, très énergique, très déterminé, a beaucoup de talent, donc il n'est pas du tout mort, Sarkozy. Eh bien, il pourrait effectivement rassembler quelque chose et faire, dans un système quadripartite, il y aurait une gauche dure d'un côté, le Front National de l'autre, et puis une droite qui serait écartelée, et lui pourrait faire quelque chose d'important. Le dernier problème, c'est le problème personnel, et là, je crois qu'il a commis une erreur la semaine dernière. Je crois que tout le monde est prêt à pardonner à Macron sa transgression idéologique.
tout le monde est prêt à dire oui, il est normal, il a des idées, il les exprime. On l'a d'ailleurs un peu martyrisé, on l'a un peu, bon, pas martyrisé non, mais on l'a un peu tapé sur les doigts, on l'a rétrogradé au gouvernement, etc. Mais en revanche, là, le syndrome de Brutus est exact. Il ne peut pas se payer à la fois la transgression idéologique par rapport aux valeurs de la gauche et une accusation de parricide. Oui. Mais vous disiez vous-même, juste d'un mot, qu'il échappait aux communicants. On a l'impression que c'est un trop-plein de communicants qu'il y a autour de lui et que c'est un trop-plein de communication qui est en train de l'affaiblir singulièrement. Une interview tous les jours pour dire une chose et puis son contraire, et puis se rétracter, puis refaire un pas en avant, puis deux pas en arrière. Et puis cette suroccupation des médias, ça donne pas confiance. Je me suis mal exprimé. Attention, il reste une minute, hein. Je pense comme vous. Je pense qu'il a un réservoir d'idées. C'est ça qu'il doit exploiter. Les gens l'attendent là-dessus. Et s'il se met dans la politique politicienne et la politique communicante, il est mort. Ah bah vous étiez court. C'est le mot de la fin. Ah bah vous avez dit être court, je suis court. Non, parce que j'hésite de vous poser une dernière question. Il nous reste combien de temps? Peut-être quelques secondes. Bon, 30 secondes. Bon, écoutez, c'est 30 secondes pour vous remercier. La fois prochaine, il exposera son programme. Oui, non, c'est vrai, ça vous a jamais tenté écoutez, il y a quand même des limites à tout, hein, notamment en matière de bon sens. Écoutez, nous invitons, après vous, Ramayad. En tout cas, elle a décidé... C'était pas une attaque personnelle contre elle. Non, bien évidemment. Elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle va nous expliquer comment et pourquoi dans quelques instants après un flash d'information. Merci Jean-Louis Bourlange. À très vite. Mais à tout de suite, Jean-Marie.